Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille François-Xavier Gabé, qui est consultant à l'École française internationale de Bucarest. Il accompagne l'école, ses équipes et sa communauté de parents dans plusieurs transformations et projets significatifs. Avec lui, nous sommes avec Bianca Stunga, qui est la directrice exécutive de l'École française internationale de Bucarest, EFI Bucarest. Auparavant, Bianca, de 2018 à 2022, fut directrice du secondaire et professeure de français à l'École française internationale de Tirana en Albanie. Quant à François-Xavier Gabé, il fut notamment proviseur du lycée français de Hong Kong et du collège français bilingue à Londres. Bianca Stunga et François-Xavier Gabé, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Alors, je vous propose de commencer par l'actualité, enfin une actualité qui n'en est plus trop une, mais qui quand même marque une nouvelle phase dans votre école, votre accord de collaboration avec le lycée français Anna de Noailles de Bucarest. Je rappelle que nous avons accueilli Simon Valette, le proviseur du lycée français de Bucarest, en février dernier, il nous avait alors un peu parlé de ce nouveau lien entre vos deux établissements. Alors, on ne va pas trop s'étendre sur les modalités concrètes de cette nouvelle collaboration, mais peut-être dites-nous un petit peu, les auditrices et auditeurs veulent en savoir un peu, je pense, sur cette nouvelle collaboration. Oui, alors en fait, il s'agissait non pas seulement d'un rapprochement pédagogique ou logistique entre les deux établissements, mais vraiment de mettre en lien toutes les énergies, toutes les compétences des équipes pour les mettre à la disposition d'une seule communauté finalement, puisque aujourd'hui, même si une grande partie des enfants qui sont scolarisés dans le système français le sont à Anna de Noailles, il faut aussi que les filles puissent participer à la préparation de la scolarité secondaire de ces enfants, qui se fera donc aujourd'hui grâce à cette convention au lycée Anna de Noailles. Avant la signature de la convention, l'accueil des enfants de l'EFIB à l'entrée en 6e n'était pas automatique. La convention rend finalement cette transition automatique et donc permet à tous les enfants, et à tous leurs parents en tout cas qui le souhaitent, que les enfants puissent être scolarisés dès la 6e au lycée Anna de Noailles. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a une continuité aujourd'hui de l'enseignement du français, dans le programme français pour les élèves qui le souhaitent, de la maternelle à la terminale, qu'ils aient été scolarisés dès le départ à Anna de Noailles ou dès le départ à l'EFIB. Voilà. Donc vous vous occupez des enfants jusqu'au CM2. C'est ça. Et après, le lycée prend le relais à partir de la 6e jusqu'à la terminale. Voilà, mais cette convention, elle sous-entend aussi une collaboration pédagogique, c'est-à-dire que lorsqu'on dit on s'occupe des enfants jusqu'au CM2, certes on s'occupe des enfants jusqu'au CM2, mais dans l'optique de les préparer au lycée. Et le lycée, lui, doit aussi, et Simon Valette, donc le proviseur du lycée, et moi-même avons beaucoup échangé à ce sujet, le lycée, lui aussi, adapte finalement ses programmes et son approche pédagogique au parcours qu'auront eu les enfants de l'EFIB. Voilà. Alors, précisément, je poursuis sur ce que vous venez de dire. Pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants, qu'est-ce que ça va véritablement changer? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour cette nouvelle convention qui a été, peut-être pas des formations, mais des heures supplémentaires qui ont dû être mises en place pour que cette continuité se fasse dans de bonnes conditions? Est-ce que ça a demandé davantage de logistique? Enfin... Alors, encore une fois, cette convention, elle prend effet à la rentrée prochaine, d'accord? Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que la collaboration entre les équipes enseignantes des deux établissements, elle existe déjà. D'ailleurs, on a assisté cette semaine à 2 spectacles qui avaient été préparés par les équipes des 2 établissements, qui travaillent en fait, qui mettent leurs élèves en commun pour préparer un spectacle. Dans l'avenir, de toute façon, les enseignants des 2 établissements bénéficient des mêmes cycles de formation qui sont proposés dans le réseau AEFE, puisque l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger chapeaute à la fois Anna de Noailles et
à travers un partenariat, les FIB. Donc, les enseignants des 2 établissements bénéficient des mêmes formations. Ce qui pourrait être intéressant à l'avenir, et d'ailleurs ça fait partie des éléments qui ont été définis par la Convention, c'est que les plans de formation continue pourront être réfléchis, pensés d'une façon commune entre les 2 établissements. Puisqu'à partir du moment où on travaille ensemble, on a des besoins en commun, et pour répondre à ces besoins, on doit former nos personnels d'une façon cohérente. Voilà. Et ça va être de façon continue. Voilà. C'est pas simplement au moment... ces mois-ci où il y a ce changement, ça va être dans la continuité. Bianca Stenga, comment vous avez les parents et pas simplement les parents, je veux dire la communauté française, ou on va dire francophone dans son ensemble, comment elle a accueilli cette nouvelle? Comme disait M. Gabé, cette convention, elle a été faite pour l'ensemble de la communauté, puisque nos 2 établissements déjà travaillaient en partenariat avec 2 offres de formation complémentaires. Donc, c'était une continuité logique, et pour les parents et pour les élèves. Ça a été bien vu. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas eu de... Voilà. Très bien accueilli. Les parents sont très rassurés, des réponses très positives, et les enfants de même, hein, puisque ça leur permet de continuer un cursus français, et de rejoindre aussi des élèves qui sont déjà au lycée français et qui étaient aussi élèves de l'EFI Bucarest. Parce qu'à un moment donné, vous avez, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, vous avez peut-être pensé que les FIB allaient pouvoir peut-être prendre en charge tout le cursus jusqu'au baccalauréat, et puis vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas très viable. C'est ça ce qui s'est passé à un moment donné? Alors, pour l'instant, il y a cette convention qui assure la continuité des élèves dans le cursus français. Comme le disait aussi, comme on l'a déjà présenté aux parents, et comme je le fais dans le cadre des visites que nous organisons, il y a le cursus français, mais il y a aussi d'autres voies qui s'ouvrent à nos élèves, puisque l'EFI Bucarest, c'est un établissement trilingue. Le projet pédagogique est un projet trilingue, donc plurilingue, avec un accent fort sur les langues, le français, l'anglais et le roumain. Donc, ils peuvent continuer vers la voie française. Ils peuvent aussi s'orienter vers un cursus anglo-saxon avec une présence plus importante de l'anglais, ou pourquoi pas vers le cursus classique du roumain, vu qu'on a aussi la reconnaissance de nos programmes. C'est intéressant. Donc, vous avez cette ouverture vers... Tout à fait. De l'extérieur, on pourrait penser que votre école, comme le lycée, font la promotion de l'éducation à la française, mais il y a cette ouverture vers le monde anglo-saxon, au roumain, éventuellement. Donc ça, c'est bon à savoir, je pense. Pourquoi pas. C'est aussi... D'accord. Voilà, c'est dans l'ADN du groupe Odyssée aussi. Donc c'est lycée français, éducation internationale. Donc ça permet aux élèves de pouvoir choisir le cursus qui leur correspond au mieux. Et de toute façon, moi qui ai aussi travaillé pour Campus France, je sais qu'il y a des passerelles qui existent entre les différents systèmes d'enseignement supérieur. Donc c'est une flexibilité extraordinaire dont ils peuvent bénéficier dès leur plus tendre jeunesse, ce qui est très bien. Très bien, oui. Vous mentionnez le groupe Odyssée. Parlez-nous un petit peu de ce groupe et comment il est lié à l'éducation nationale française. C'est un réseau, hein. Vous savez que donc l'enseignement français à l'étranger est surtout et principalement représenté par l'AEFE. L'AEFE, c'est un opérateur du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui gère aujourd'hui environ 550 établissements dans le monde. En parallèle de ce réseau AEFE, il y a d'autres réseaux un peu moins importants, mais bon, il y a la mission laïque, qui est quand même aussi un réseau important. À cela s'ajoute donc depuis maintenant 5 ans, 6 ans, le réseau Odyssée, qui aujourd'hui combien d'établissements? 16 12 établissements. 12 établissements, Europe centrale, Asie du Sud, Maghreb, Afrique, Égypte. Égypte et Maroc, c'est ça, hein. Oui. Donc c'est un réseau qui est en pleine expansion, dont le siège est à Paris, en fait, présidé par Luc Châtel, qui était en fait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, je crois, sous Nicolas Sarkozy. Donc voilà, c'est l'initiative de ce projet. Il y a quand même quelqu'un qui est très concerné et très intéressé par l'éducation, et qui a
peut-être la différence entre certains établissements de l'AEFE et celui-ci, vraiment une vocation à développer un système, comme le décrivait Bianca, très ouvert sur l'international. À l'AEFE, les établissements, vous savez, sont de 3 catégories, EGD, gestion directe, conventionnée ou partenaire. La culture éducation nationale est très, très forte. Et d'ailleurs, ça se ressent lorsqu'on est... et lorsqu'on discute, par exemple, avec le proviseur du lycée Anna de Noailles, c'est vraiment un lycée AEFE avec une très forte culture éducation nationale française. Peut-être que le réseau Odyssée diffère un peu à travers cette ouverture décrite par Bianca juste avant moi. Là. Tout en étant lié... tout en étant homologué homologué, homologué, hein, c'est-à-dire que les enseignements qui sont dispensés à l'EFIB sont reconnus par le gouvernement français, hein, par le ministère de l'Éducation nationale, comme étant... parfaitement conformes aux instructions qui sont données. Mais si vous voulez, c'est plus par l'approche, alors à travers bien sûr l'enseignement des langues, la place qu'on donne aux langues, mais aussi par vous savez, l'ouverture à l'international, elle ne se fait pas uniquement à travers l'enseignement des langues, elle se fait aussi à travers la manière dont vous accueillez les communautés, la manière dont vous recrutez vos personnels. Vous pouvez avoir, et c'est le cas de l'EFIB, des enseignants qui viennent du système français, mais aussi du système roumain. Vous avez des gens qui sont anglo-saxons, natifs. Voilà, donc c'est cette diversité des élèves, cette diversité des familles, cette diversité des personnels, elle donne aussi une dimension internationale à l'établissement. Alors, comme je le disais en présentation, nous avons accueilli Simon Valette il y a quelques mois et je lui posais la question de ses difficultés au quotidien et il me parlait notamment de la gestion du smartphone. Et en préparant cet entretien aujourd'hui, M. Gabé, vous me disiez également que des tablettes, le smartphone, sont des objets avec lesquels il faut essayer de s'entendre, et c'est pas toujours facile. Alors à l'EFIB, même si on parle d'enfants plus jeunes, donc il ne s'agit pas trop de smartphones, mais par contre il y a un souci, ou disons un questionnement par rapport aux tablettes, qui peuvent être d'un côté, comme vous le disiez, vous m'aviez dit avant cet entretien, positif. Monsieur Gavet, vous me parlez du lycée Winston Churchill à Londres. Winston Churchill, voilà, qui a initié des méthodes d'enseignement qui étaient extrêmement novatrice, il y a une dizaine d'années. Mais ils en sont revenus, voilà. Oui, alors c'est-à-dire que, je ne vais pas parler pour Winston Churchill, mais effectivement, je pense qu'il y a eu aussi, même si les résultats étaient excellents, une remise en question aussi de la place que doivent prendre les écrans dans les écoles. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été une partie de mon travail lorsque j'étais à Hong Kong. On a rénové, en fait, les équipements quel projet on avait pour nos classes, même primaires, surtout primaires d'ailleurs, en termes d'équipements, tableaux interactifs. En 10 ans, les équipements ont énormément changé et leur capacité à faciliter les enseignements sont évidents. Je veux dire, il ne faut pas renoncer à ça. Maintenant, mettre un écran devant un enfant en le laissant longtemps en autonomie, non, c'est pas le but. Mais encore une fois, il y a des outils pour lesquels il serait dommage de renoncer, quoi. En tout cas, à l'EFIB, les classes aujourd'hui sont équipées de ce type d'écran qui permettent encore une fois de faciliter les enseignements, parfois aussi, il faut le dire, de capter l'attention de l'élève plus facilement que face à un tableau, même un tableau blanc, je veux dire, ou qu'un livre. Et puis, il y a une dimension, d'abord, il y a de fait, à partir du moment où vous avez un écran interactif qui est connecté sur Internet, les ressources qui sont mises à la disposition des élèves sont forcément plus importantes que les ressources mises à la disposition par un manuel, par un livre, par exemple. Mais voilà, donc il faut, encore une fois, savoir les utiliser d'une façon pertinente, intelligente, raisonnée, mais ça reste des outils absolument essentiels, je pense, aujourd'hui. Bianca Stenga, donc évidemment, vous partagez, j'imagine, cette opinion, mais est-ce que les outils plus traditionnels ont toujours aussi leur place à l'école ? Est-ce que
voilà, le Bien livre, sûr, le papier, le les livre, le crayons, cahier, le papier, les ça, crayons. voilà, il faut Bien sûr, une puisque- approche équilibrée hein, par rapport Tout à... à fait, tout à fait. Surtout qu'on parle, comme vous l'avez déjà mentionné, d'élèves voilà, de maternelle et d'élémentaire. Donc bien évidemment, les outils classiques restent très importants et trouvent toute leur place dans la classe. Surtout qu'après, et d'ailleurs je pense qu'en France, ça devient... le smartphone devient un vrai souci. Je crois que j'ai entendu qu'un lycée l'avait complètement interdit, alors que je crois qu'au lycée Anna de Noailles, c'est interdit pendant les heures de cours. Mais Simon Valette me disait que c'est un petit peu compliqué parce que d'un côté, vous avez les parents qui demandent à être éventuellement pouvoir au contact de leur enfant. Et puis les professeurs aussi qui, d'un côté, dans les couloirs, doivent cacher leur smartphone, mais c'est quand même un sujet. Donc c'est vrai que votre travail à l'EFIB, ce travail en amont est d'autant plus important par rapport à ces objets numériques. Donc une approche nuancée, équilibrée, ça c'est important. Ouais. Est-ce que j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette concurrence entre les établissements scolaires internationaux à Bucarest, qui est quand même qui est forte. Hein. Il y a, on va pas tous les citer. Comment même si chacun a sa spécificité, mais comment vous l'approchez, cette concurrence? Est-ce que pour vous, elle est cet objet de stress, de pression continue, ou alors vous faites votre travail avec une vraie, encore une fois, une vraie identité, et cela vous importe peu ce que font les autres? Alors, moi, je pense que la concurrence est saine. C'est-à-dire que j'ai passé 9 ans de ma vie dans une grande ville où il y avait effectivement beaucoup d'établissements français. Cette concurrence, elle a... Quand vous dites grande ville, Londres. Londres, oui, d'accord. Oui. Cette concurrence, elle a permis finalement aux établissements, j'en suis persuadé, de se surpasser. C'est-à-dire en termes d'innovation, en termes de qualité d'accueil des élèves, en termes de qualité d'écoute des parents, en termes de créativité, en fait, j'ai envie de dire. Ça leur a permis, encore une fois, ces établissements de se surpasser, et ça, c'est positif. Après, il y a une façon, si vous voulez, effectivement, ça peut être une source de stress, de mésentente, etc. Et c'est forcément quelque chose à éviter. Et c'est pour ça que je suis très content finalement qu'on ait pu mettre en place cette convention avec le lycée Anna de Noailles, parce qu'à partir du moment où on se dit, allez, on va travailler, on va réfléchir ensemble, déjà il y a un rapprochement des personnes, on met en commun une réflexion, je veux dire, on se partage finalement, ce que je disais tout à l'heure, une même mission auprès d'une même communauté, mais on peut le faire d'une manière, avec des approches un peu différentes. Bianca évoquait encore une fois la dimension internationale multilingue de l'établissement, ce que ne peut pas forcément faire un établissement aussi important que celui d'Anna de Noailles. On est différents, mais on partage les mêmes objectifs. Voilà. Et ce qui fait que cette notion de concurrence, aujourd'hui, je pense, elle est estompée, ou en tout cas, on n'en garde que les bons aspects. Voilà. Et puis chacun a son identité, sa façon d'éduquer très propre. Quand on va dans un lycée, dans un collège anglais, américain, où on est dans un système qui est quand même bien différent. Par rapport à l'approche française, qu'est-ce qui vous distingue en termes d'éducation, d'apprentissage? Qu'est-ce qui est, pas concernant le lycée, mais pour l'EFIB, comment vous êtes différent des Anglais, des Américains? Qu'est-ce que vous diriez qui est différent? Moi, je pense quand même que, encore une fois, j'en ai fait l'expérience pendant très longtemps, puisque j'ai collaboré longtemps en montant un établissement franco-australien, donc avec des Australiens. J'ai pu les observer travailler pendant plusieurs années. J'ai travaillé aux États-Unis, dans le système américain. À Londres, malgré tout, même si pour des écoles françaises, là-bas ou... Non, dans le système américain, pour des écoles américaines. Il y a, je dirais que ce qui distingue l'enseignement français, d'une façon générale, du système anglo-saxon, c'est une forme de rigueur. Dans les enseignements, il y a une forme de rigueur qui, en même temps, est associée à la dimension, la volonté de développer des esprits critiques. Alors, ça ne se ressent pas forcément très, très tôt dans les enseignements primaires, mais bien que... et ça, c'est vraiment très spécifique au système français.
on ne va pas retrouver ça, surtout pas, je pense, dans le système américain. Et cette rigueur, on ne va pas la trouver, par exemple, dans le système australien. On se contente très vite, on va avoir une approche qui est beaucoup plus encourageante, peut-être parfois pour l'élève, hein, mais on ne va pas forcément lui demander de faire preuve de rigueur. Et ça, pour un Français comme moi, par exemple, dans mon expérience dans cette collaboration franco-australienne, parfois c'était un peu frustrant. Mais donc voilà, pour répondre à votre question, ce qui fait la spécificité du système français, pour moi, c'est ça. C'est la rigueur et l'esprit critique. Quand vous dites rigueur, c'est-à-dire rigueur dans le... Il y a une exigence. Le sens de sévérité, oui. Alors, sévérité, j'aime pas ce mot, mais il y a une exigence. Et cette exigence, encore une fois, dans certains systèmes, on ne la trouve pas. Alors, elle peut être compensée, par contre, par une forme d'émulation à travers, encore une fois, la valorisation de l'élève, la valorisation de son travail. Ça permet à l'élève de bénéficier, encore une fois, d'une émulation qui peut contrebalancer un manque de rigueur. Voilà. Et c'est ce qui lui permet d'avancer. Parfois, le système français est trop rigoureux aussi. Et d'ailleurs, on le voit, bon, l'établissement que je dirigeais auparavant, hein, c'était presque 3000 élèves, avec 2 filières, une filière française homologuée, qui amenait les enfants au bac, et une filière IB, hein, qui amenait les enfants au bac international. J'ai vu des élèves passer de la filière française à la filière IB, parce que finalement, les parents l'avaient compris, le mettre en filière IB va lui permettre de suivre une scolarité peut-être un peu moins stressante. Et quand vous dites filière International Bac. Ah, ok, d'accord. Et un peu moins stressante peut-être, mais ça ne l'empêchera pas d'accéder finalement à des très bonnes universités anglo-saxonnes, par exemple américaines ou britanniques. Voilà. Et puis d'autres parents qui vont être extrêmement attachés à cette rigueur à la française parce que c'est celle qu'ils ont connue. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais ce qui les distingue, je pense que c'est surtout sur cet aspect-là. Et ce que vous dites me rappelle ce que disait, il est décédé aujourd'hui, peut-être que son nom vous dit quelque chose, Sir Ken Robinson, qui est voilà, c'est quelqu'un qui était spécialisé dans l'éducation et qui mettait en avant la créativité, et que tout système d'éducation confondu, voilà, son mantra, c'était de dire on tue la créativité, c'est lui qui disait, de l'enfant, et notamment au collège et au lycée, pour que l'éducation réponde aux demandes, notamment de l'économie. Et qu'à cause de ça, voilà, on tue un petit peu. Est-ce que c'est un peu votre sentiment? C'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus d'écoles un petit alternatives qui proposent un autre type. Il y a une demande quand même de ça. Alors, je pense que c'est vrai. Je pense que le système français peut parfois, pour des élèves qui ont une certaine fragilité, on va dire, peut les brider quelque part. Et même moi, en tant que père, je peux dire que pour un de mes enfants, passer dans le système anglo-saxon, ça a permis finalement une certaine libération et donc une possibilité de progresser. Le système français peut être parfois un peu, encore une fois, un carcan, parce que les exigences sont extrêmement importantes, surtout dans les lycées français à l'étranger, hein, qui sont, l'AEFE tient à le dire, des établissements d'excellence. L'excellence, ça ne s'obtient pas toujours avec la permissivité ou la... En tout cas, c'est plus compliqué à mettre en place. Voilà. Donc, oui, il y a quelque chose, effectivement, je me retrouve un peu dans ce qui est dit là. Ouais. Ces parents, Bianca Stenga, au quotidien, alors je crois que vous avez près de 140 élèves, hein, c'est ça, à l'EFIB. Oui. Ils sont en majorité français, roumains? Alors, la majorité de nos familles, c'est des familles roumaines. Il y a beaucoup de familles franco-roumaines. Et après, on a aussi des familles internationales qui nous choisissent avec une très belle représentation. Pour nos 135 élèves, on a 14 nationalités qui sont représentées au sein de l'établissement, ce qui fait aussi notre fierté. Les parents les plus faciles? Écoutez, moi aussi, je suis parent. Donc, les parents, par définition, ne sont pas faciles parce qu'ils sont rigoureux. Ils visent voilà, le meilleur pour leurs enfants. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal.
c'est compréhensible. Ce que je pourrais dire à propos de notre communauté de parents, dans la communauté avec laquelle j'interagis au quotidien, c'est qu'on a la chance d'avoir une communauté extrêmement engagée sur tous les sujets. Parfois trop. Je pense que l'engagement, voilà, c'est ce qui est le plus important. Après, oui, il faut aussi savoir doser son engagement et son investissement. Et oui, ça, c'était voilà, le deuxième point que je voulais évoquer. Il y a quand même une relation de confiance qui doit s'instaurer entre l'établissement et la famille pour qu'on puisse voilà, fonctionner correctement et pour qu'on puisse assurer à l'enfant le meilleur, puisque c'est l'objectif de tout le monde. Mais voilà, je retiens voilà, des échanges que j'ai pu avoir avec la communauté de l'établissement les 2 dernières années et des échanges que j'ai pu avoir aussi avec la communauté de Tirana, c'est l'engagement des familles auprès de l'établissement. C'est très, voilà, c'est beaucoup plus facile dans une structure qui reste quand même à taille humaine, une structure voilà, avec une petite communauté qui nous permet d'individualiser, de personnaliser et de pouvoir voilà, répondre aux exigences de chaque famille. Parce que je me rappelle d'un entretien avec une psychothérapeute pédiatre qui était spécialisée chez les enfants et en Roumanie, alors je ne sais pas si M. Gabet l'aura perçu, mais certainement Bianca Stinga, vous allez comprendre ce que je veux dire. Enfin, ce que cette psychothérapeute me disait, c'est qu'en Roumanie, il y avait cette tendance forte de l'enfant roi, qui s'explique de façon peut-être un petit peu binaire par le fait que l'histoire du pays fait que les parents ont envie que leur enfant ait un autre avenir que leur passé. Mais il y a certainement d'autres raisons, mais en tout cas, et on le voit au quotidien dans les rues de Roumanie, comment l'enfant parfois est peut-être un peu trop enfant roi. Donc je suppose que ça doit avoir des répercussions aussi dans votre travail. Oui. Alors, Bianca, je sais que vous êtes maman, peut-être oui, que cette question c'est ça. est un peu difficile. Oui. C'est ça. Ça dépend, effectivement, et c'est une relation, comme je disais, qui se construit avec la famille et avec l'équipe de l'établissement. Et quand je dis équipe de l'établissement, c'est les enseignants qui sont en classe, c'est les professeurs de langue qui interviennent, c'est la direction de l'établissement. Donc oui, il y a un travail qui est fait à l'école et qui doit être continué à la maison et vice-versa. Donc la communication, elle est extrêmement importante pour qu'on puisse effectivement arriver aux objectifs qu'on se propose ensemble. Elle me disait d'ailleurs qu'aussi il y avait l'emploi du temps des enfants ici, en Roumanie, était particulièrement chargé. Et c'est vrai que moi, personnellement, je fais des petites interventions de temps en temps dans des écoles et collèges, et j'en parle avec les enseignants et enseignantes, et qui me disent que non seulement les enfants sont chargés par les devoirs, mais par les cours particuliers. Les cours particuliers de musique, de sport. L'enfant roumain est soumis quand même à beaucoup d'activités. Il n'a pas le temps nécessaire de l'ennui. Et quand on est enfant, vous serez d'accord avec moi, c'est aussi important pour être créatif, d'avoir ce temps libre à ne rien faire. Et surtout aujourd'hui avec les écrans. Vous, par rapport à ça, et je suppose que vous devez aussi penser à le temps hors école. Est-ce que parfois vous vous autorisez à conseiller un peu à les parents? Vous dites, vous savez, le cours privé de maths, c'est peut-être pas nécessaire. Alors, encore une fois, comme on travaille avec des enfants en maternelle et en élémentaire... Et quand même jusqu'au CM2, oui. Tout à fait. Donc, les cours privés sont moins présents qu'au collège ou au lycée. Donc, j'ai pu le voir. J'ai des amis de famille. Effectivement, les enfants, parfois, sont extrêmement chargés par les cours privés qui viennent compenser ce qu'ils font à l'école, mais aussi par des cours privés plutôt qui leur permettent d'avoir des activités de loisirs. Alors déjà, l'établissement propose une variété d'activités extrascolaires, donc en dehors du temps scolaire, qui permet aux familles et aux élèves de retrouver du plaisir dans les propositions que nous faisons. Et après, oui, encore une fois, je reviens à la relation de confiance et à la communication. C'est l'enseignant de la classe avec la famille qui peut effectivement intervenir et donner des conseils en disant, voilà,
Ça ne pourrait peut-être pas trop chargé. Voilà, il serait important que l'enfant puisse avoir aussi le temps de s'ennuyer pour pouvoir retrouver sa créativité. Ils écoutent? Oui, en général, oui. En général, oui. Mais oui, on a la chance de pouvoir entretenir un dialogue pertinent et constructif avec nos familles. Donc, parce qu'on sent beaucoup avec les Olympiades en Roumanie, cette espèce d'obsession pour l'excellence. Si vous mettez votre fils ou votre fille au tennis, il faut qu'il soit le premier. Ça, Monsieur Gabé, vous l'avez retrouvé un petit peu. C'est partout. Hein. C'est partout. Ouais, d'accord. Je pense aussi et vous, par rapport à ça, c'est quoi votre discours? Moi, j'ai aussi l'impression que parfois les parents sont en demande comme ça d'activité parce qu'eux-mêmes n'ont pas le temps. N'ont pas de temps à consacrer à leur enfant. Et finalement, le confier à un moniteur d'équitation, de tennis, d'échecs, etc., ou un professeur de piano, c'est une façon, alors je vais être un petit peu violent, mais de se décharger de cette responsabilité tout en se déculpabilisant. Puisque finalement, mon garçon, ma fille, j'investis dans ton avenir. Et donc, c'est une façon, je pense, de se déculpabiliser. Et laisser l'enfant, effectivement, lui laisser le temps de s'ennuyer, comme le disait Bianca, pourquoi pas, mais sous supervision quand même. Voilà. D'autant plus aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça demande de la part du parent un investissement qu'il ne peut pas forcément accorder. Voilà. Alors, comment on fait? Comment on fait, ça, je ne sais pas. Il faudrait aussi donner du temps aux parents, c'est-à-dire demander à leurs entreprises, à ces parents, à ces jeunes parents, laissez-leur le temps d'éduquer leurs enfants. Tout à fait. Et arrêtons de demander à l'école de vous remplacer, finalement. J'entendais encore ce matin à la radio, parce que j'écoute la radio, un sujet qui était en fait une réaction de la présidente de la République à un incident grave qui est arrivé en France il y a quelques jours, et le président de dire ça va être aux écoles là de reprendre le sujet auprès de leurs élèves. Ok, why not, pourquoi pas, mais aussi aux parents. Il faut que les parents s'investissent aussi dans l'éducation de leurs enfants. Et les devoirs, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'en ai pas mal souffert, ça, des devoirs. Vous rentrez après toute une journée d'école. Bien sûr. Et puis, il faut faire ses devoirs. Est-ce que c'est remis un peu en cause? Complètement. Alors là, écoutez, moi, alors ce qui est marrant, c'est que c'est intéressant cette question, parce que justement, si on fait un lien avec ce qu'on disait juste auparavant, le parent, ça le rassure de savoir que son enfant, lorsqu'il rentre de l'école, justement, il va encore être à l'école. Voilà. Alors, plus pour faire du foot, plus pour faire du basket ou du tennis, il va faire des devoirs. Et moi, il m'arrivait souvent de dire à des parents, mais enfin, finalement, quand vous rentrez du bureau ou de l'entreprise, est-ce que vous avez des devoirs? Non, alors pourquoi est-ce que votre enfant devrait en avoir? Donc, moi, les conseils que je donne aux enseignants, c'est de dire, voilà, ce que vous pouvez proposer aux enfants, c'est ça, il faut que tu le fasses. Par exemple, revoir ton cours de maths, voilà, ça, tu dois le revoir. Ça, c'est... Par contre, je te propose, si tu veux, tu peux faire ça. Si tu veux, tu peux faire ça en plus. Si tu veux, si tu le souhaites. Mais pas au-delà. Et puis, il faut vraiment respecter, il faut être conscient du temps que l'enfant va y consacrer. Et en sachant que lorsqu'un enseignant donne des devoirs à faire à une classe de 25 élèves, pour certains enfants, ça va représenter 40 minutes de travail. Pour d'autres, ça peut en représenter le double. Et c'est pour ça que, moi, c'est toujours le conseil que j'ai donné à mes enseignants. Vous pouvez imposer certaines choses, parce qu'on est à quelques jours d'un examen, d'une évaluation, quoi. Mais vous pouvez proposer. Mais lorsqu'on propose, on propose. Concernant les matières, encore une fois, là, je pense à mes très jeunes années où les sciences, mathématiques, chimie, physique, c'était toujours les sciences reines. Est-ce qu'il y a un peu on revient là-dessus, on se rend compte que certains parents, votre établissement se rend compte que les sciences humaines sont également importantes, quitte à aller à rebours de ce que l'économie demande encore et toujours, des programmeurs informatiques, des médecins, etc. Dans les sciences humaines, quel travail? Est-ce qu'on est toujours un petit peu comme ça dans ce cycle, parfois un petit peu dommage de mettre les sciences humaines de côté parce qu'elles ne vont pas répondre aux demandes de l'économie? Alors, il y a deux niveaux de réponse. D'abord, quand on pense à l'école primaire, donc maternelle, élémentaire, je pense que les programmes sont quand même assez équilibrés, que la place des sciences est importante, mais que la place
des sciences humaines est importante elle aussi. Voilà. Là où la question devient un peu plus intéressante, peut-être, c'est lorsqu'on arrive au second degré, puisqu'on demande aux élèves de s'orienter, de faire des choix. La réforme du bac, elle a permis à des élèves, effectivement, hein, de faire des choix plus tôt, plus vite dans leur parcours. Et finalement, on a eu des programmes à la carte, plus que des menus. Auparavant, on a eu une période où il y avait 3 menus. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement ce que sont les choix des enfants, enfin des jeunes. Est-ce qu'ils ont la maturité de choisir? Oui. Alors, oui. Étonnamment... Ça me paraît quand même très tôt, on demande de 16 ans. Oui, mais vous savez, 16 ans aujourd'hui, c'est pas 16 ans, pardon, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est pas 16 ans. Quand j'avais 16 ans, je pense que je n'étais pas comme les jeunes qui ont 16 ou 17 ans aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, je l'évoquais. Mais vous pensez qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils veulent faire? Écoutez, moi, l'expérience que j'ai des jeunes gens à travers les représentants de la vie lycéenne, par exemple, moi, j'ai toujours été extrêmement étonné, impressionné par la maturité, la pertinence de leurs propos, de jeunes gens qui ont conscience que finalement on va leur laisser un monde demain qui ne va pas si bien que ça, et ils vont devoir prendre des responsabilités. Et croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. Je parle encore une fois des élèves, des jeunes que j'ai connus à travers mes activités professionnelles. Hein. Ils savent ce qu'ils font, ils ne savent pas forcément ce qu'ils devront faire, mais ils savent aujourd'hui ce qu'ils veulent faire, quel type d'études et pourquoi faire. Et pour répondre à la question, la dimension des sciences, chez certains, effectivement, elle est extrêmement importante, mais je pense qu'ils ont une conscience politique plus forte, plus affirmée, et que pour répondre aux problématiques d'environnement, de politique générale, etc., il va falloir développer d'autres compétences. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que j'ai parfois plus confiance dans cette génération-là que dans la mienne. D'accord. Bianca Stenga, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous essayez également de dire aux parents, vous savez, il faut vraiment laisser l'enfant se développer et le plus possible pour éventuellement, après, qu'il puisse s'orienter du mieux possible dans toutes les matières. Et pas délaisser certaines parce qu'elles ne donneraient pas un travail plus tard. Tout à fait. Et de toute façon, on le constate, je le constate avec mon propre enfant. Les exigences que mes parents pouvaient avoir de ma part, je les retrouve plus dans la société d'aujourd'hui, même si la société, effectivement, peut nous imposer de choisir un domaine ou un autre, puisqu'on voit les évolutions technologiques, etc. Mais les enfants, comme disait M. Gabet, même quand ils sont plus petits, ils ont la capacité de choisir et d'argumenter leur choix. Donc, d'expliquer pourquoi ils souhaitent faire quelque chose au détriment, voilà, de ce que les parents peuvent proposer. Et dès que le choix est argumenté, voilà, la bataille, elle est gagnée. Puisque finalement, il faut qu'ils choisissent ce qui leur fait plaisir. Puisque c'est ce qui va te faire aussi voilà, réussir dans la vie, finalement. Mais très bien, on va terminer sur cette note positive. Je vous remercie infiniment à Tulide de nous avoir présenté votre école et d'avoir parlé d'éducation de façon plus large. Merci. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end. Week-end Plakout. Au revoir.